Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire des 3 ans de Mon Espace Santé. Avant de commencer, quelques informations et consignes pour le bon déroulé du webinaire. Ce webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, je vous invite dès maintenant à désactiver votre caméra. Et le lien du replay et le support vous seront envoyés par mail à l'issue du webinaire. Voilà. Vos micros ont été désactivés pour éviter d'éventuelles nuisances, mais néanmoins, vous pouvez poser vos questions dans le flux questions-réponses et nous vous répondrons à la fin de la session. Dans le cas où malheureusement nous n'aurions peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, nous vous transmettrons les réponses par mail. Voilà. Je vous propose de commencer. Et pour introduire ce webinaire, je vais laisser la parole à Monsieur Laurent Dalmas, directeur de la qualité, de la performance et de l'innovation à l'ARS Grand Est. Merci Clara. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui avec Ella Gariani, co-responsable du numérique en santé, pour introduire et célébrer ensemble ce jalon important que constituent les 3 ans de Mon Espace Santé. Ces 3 années d'engagement, d'innovation et de progrès au service de la santé numérique des Français grâce à une mobilisation nationale, tant financière qu'organisationnelle, exceptionnelle, pilotée par la délégation au numérique en santé en lien avec l'assurance maladie. Et c'est important d'insister sur ce point au regard, encore une fois, des engagements qui ont été pris de la mise en œuvre opérationnelle concrète, encore une fois, qui s'est traduite sur le terrain. C'est aussi 3 années qui ont vu Mon Espace Santé passer du statut de projet ambitieux, je ne reviens pas sur les années antérieures, qui ont vu des outils différents et avec une utilisation aussi différente. On est là avec Mon Espace Santé dans la traduction d'un projet ambitieux en un outil incontournable désormais pour des millions d'usagers et des professionnels de santé. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, plus de 17 millions de Français ont activé leur espace santé, avec plus d'un demi-million d'activations chaque mois sur l'année 2024. En région Grand Est, nous avons une mobilisation croissante des usagers et des acteurs de santé. Et collectivement, encore une fois, il est important qu'on puisse faire ces constats. On va revenir plus en détail sur ces éléments chiffrés dans la suite de la présentation, mais d'ores et déjà, je pense que nous pouvons collectivement être fiers du chemin parcouru. Au-delà de ces données quantifiables, qui confirment encore une fois ce niveau de déploiement, Mon Espace Santé, c'est avant tout une transformation majeure dans notre rapport au numérique en santé. C'est mettre à disposition gratuitement pour chaque citoyen un carnet de santé numérique qui centralise l'ensemble de ses informations médicales de manière sécurisée, éthique et accessible à tout moment. C'est donner aux professionnels de santé un outil permettant un meilleur suivi des parcours et une prise en charge plus efficiente. Plus largement, Mon Espace Santé constitue une avancée vers une santé plus connectée, plus personnalisée et donc plus efficace, donnant à chacun le contrôle sur ses données et la possibilité d'une plus-value personnelle dans leur utilisation. Charge à nous tous de poursuivre nos actions complémentaires afin de lever les freins aux usages, du fait notamment de possibles difficultés d'accès aux services numériques. Aujourd'hui, nous avons donc l'occasion de faire le point sur cette belle dynamique collective, d'échanger sur les usages, les bénéfices et les défis qui restent à relever. Nous verrons aussi comment aller plus loin, notamment avec les prochaines étapes dans le Grand Est pour 2025. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais surtout vous remercier encore une fois, remercier tout le monde, c'est-à-dire les citoyens, les professionnels de santé, les industriels et éditeurs, l'ensemble des partenaires institutionnels pour l'engagement et la participation active à la réussite de cette aventure. Je remercierai également les organisateurs et les différents intervenants des équipes du groupement régional d'appui au développement de la santé Pulsi, de la CEPAM et de la CNAM et de la DNS pour ce moment. Et en conclusion,
je souhaite souligner à nouveau que mon espace santé est une réussite collective et que c'est bien ensemble que nous continuerons à bâtir l'avenir de la santé numérique en France et bien évidemment en Grand Est. Je vous souhaite un excellent webinaire, d'intéressants échanges et je passe la parole à Ella Gariani. Merci Alors, beaucoup, pardon, Monsieur Clara. Daniel. Oui, Oui, donc merci beaucoup. C'est juste pour dire que Ella n'est pas encore présente. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de commencer le webinaire et enchaîner pour pas perdre trop de temps. Et puis, quand elle arrivera, elle dira quelques mots si ça vous va. C'est les aléas du numérique. Exactement, Parfait. c'est ça. Ça ne remplace pas le présentiel, le fait de les disponibilités. donc du coup, je passe directement donc à l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, il y aura une première partie chiffrée avec donc des données nationales mais aussi régionales. La deuxième partie du webinaire sera consacrée à des témoignages de professionnels de santé. Et puis enfin, en fait, dans un troisième temps, nous ferons un petit zoom sur les actions menées en région. Et donc pour la présentation des chiffres au niveau national, donc je laisse la parole à Swan Flamand, chargée de projet, directrice de projet à la DNS et à Séverine Brachet à la CNAM. Alors, bonjour à tous, c'est moi qui vais prendre la parole en première, donc Séverine pour la CNAM. Alors, on voulait profiter, donc déjà merci à tous d'être présents pour ce webinaire anniversaire. On voulait profiter de cet anniversaire pour faire un focus sur les chiffres. Alors, pour la plupart que vous connaissez très probablement, hormis en effet les 97% d'usagers qui ont un espace de santé ouvert, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'on est à près de 25%, et même on a dépassé les 25% puisque les chiffres datent de... On a dépassé les 26 même, voilà, les 26% et les 18 millions. C'est ça, les chiffres datent du 19 janvier. Donc, c'est important de le dire. Donc, ça progresse, ça continue de progresser. Donc, 26% de profils activés. Très important, une évolution très importante qui s'est traduite sur 2024. Alors, on vous a remis aussi les chiffres sur la gauche, une moyenne de plus de 520 000 activations en espace santé chaque mois, donc ce qui est énorme. Et la dynamique se poursuit sur ce début d'année 2025. Donc, on peut se féliciter déjà pour ces chiffres, ces très bons chiffres. La sensibilisation qui est faite aussi bien au national qu'en local, elle se traduit par cette hausse des activations. Donc bravo pour tout ce qui est fait et qui va se poursuivre sur l'année 2025. On peut passer à la slide suivante. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en dehors de notre cœur de cible aujourd'hui, qui est clairement la tranche d'âge des 25-69, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on voit qu'il faut poursuivre le travail de sensibilisation auprès de la cible dite senior, mais aussi sur la cible des parents avec enfants. En effet, on voit qu'on a une marge de progression sur cette cible-là, c'est-à-dire que les parents peuvent avoir leur profil activé, mais ils ne l'activent pas pour autant pour leur enfant. Donc, il y a du travail de sensibilisation à faire sur cet aspect-là. Et puis, une fonctionnalité qui est importante pour les parents quand ils la découvrent, c'est le partage de profil. Elle n'est pas forcément toujours évidente à trouver quand on est sur mon espace santé, mais une fois que l'appli, qu'ils ont découvert cette fonctionnalité, elle a vraiment un intérêt pour les parents. Donc voilà des cibles sur lesquelles il faut continuer le travail de sensibilisation et pour poursuivre la tendance des activations à la hausse. On peut passer à la slide suivante. Alors, on aime bien utiliser la verbatim ces derniers temps, utiliser mon espace santé, c'est l'adopter. Les chiffres que vous voyez là le traduisent aussi parfaitement bien. Les Français saisissent de plus en plus mon espace santé et on voit qu'ils y vont, quel que soit le canal de connexion. C'est-à-dire qu'ils utilisent aussi bien le site internet que l'appli mobile. L'appli, on est à près de 500 millions de téléchargements. Il y a eu plus de 10% de trafic par rapport à 2023. Sur le site internet, on est à x2. C'est des chiffres qui montrent que les usagers s'emparent de plus en plus de services.
Sur l'appli, on constate que 50% des visiteurs reviennent d'un mois sur l'autre, donc ce qui est assez impressionnant. C'est bien évidemment dû aussi à la facilité de prise en main de cette application. Et puis sur le site internet, on a 12% de visiteurs qui reviennent d'un mois sur l'autre. Alors les fonctionnalités les plus plébiscitées ou les plus utilisées en tout cas sur le site, que ce soit sur le site internet ou sur l'appli mobile, c'est les documents. Allez voir le profil, les documents qui ont été déposés. Alors, pour rappel, lorsque j'ai activé mon espace santé, si que je l'ai activé ou qu'il soit en ouverture automatique, dès qu'un professionnel dépose un document ou fait une action sur le site internet, en tant qu'usager, je reçois une notification. Et ces notifications-là, elles sont très importantes parce qu'elles incitent aussi l'usager à aller se connecter et donc à activer son profil s'il ne l'a pas fait pour pouvoir prendre connaissance de ce qui a été fait ou déposé par le professionnel de santé. Et après, on voit sur donc, les podiums en position 2 et 3, forcément en fonction de si je vais sur l'appli mobile ou si je vais sur le site internet. Alors, l'appli mobile, on va plus facilement voir l'agenda et les messages. Et quand je suis sur le site internet, je vais surtout voir ma messagerie en deuxième fonctionnalité, le profil médical. Alors, l'agenda, c'est important et ça, pour rappel, il a été lancé en avril 2024, donc c'est assez récent. Et on voit que, voilà, là encore, les usagers s'emparent de cette fonctionnalité-là. Ils y rentrent leurs rendez-vous médicaux, ils peuvent y mettre des rappels. Et voilà, on voit qu'une fois, et ça résume la verbatim que je disais juste avant, dès qu'on commence à utiliser mon espace santé, on l'adopte et ça devient un réflexe beaucoup plus simple. Et on va découvrir les différentes fonctionnalités. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les premiers chiffres nationaux. Je laisse la main à Assou. Oui, merci beaucoup. Donc, Swan Flamand, effectivement, je travaille à la délégation numérique en santé au ministère de la Santé. Et donc, je voulais justement entrer un peu plus dans le détail de ce que vient de dire Séverine, qui donc, citait la fonctionnalité document qui repose, vous le savez, hein, sur l'ancien dispositif DMP. Donc, les documents qui étaient présents ont été récupérés. Et donc, il y a maintenant tout un énorme travail réalisé collectivement et auquel tout le monde participe pour venir alimenter, verser les documents de santé dans mon espace santé. Et donc, si on regarde pour l'instant sur la partie usager, puis on passera sur la partie la vision professionnelle de santé dans un second temps. La bonne nouvelle, Séverine disait, l'utiliser, c'est l'adopter. Et l'adopter, ça se traduit aussi par un usage qui n'est pas que passif, qui n'est pas que de la consultation, mais qui est aussi du type du versement. Donc, les usagers viennent alimenter, viennent enrichir mon espace santé. Donc, c'est une très bonne nouvelle puisque ça a été vraiment pensé comme étant mon espace santé. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité, un outil qui est à disposition des citoyens et des citoyennes. Et donc, on voit qu'il y a 9 utilisateurs sur 10 qui déposent des documents de santé, ce qui vient bien sûr en complément de ceux qui ont vocation à être peu à peu alimentés de manière automatique côté professionnel de santé. Donc ça vient pour l'instant pallier, peut-on dire, à la partie qui n'est pas encore alimentée ou d'ailleurs à un rattrapage de l'historique. Et puis, je parlais donc de la partie plutôt verser un document. Il consulte aussi, on a une statistique qui montre que sur ces fameux documents qui sont alimentés cette fois par les professionnels de santé, par les structures sanitaires et médico-sociales, on a 80% de ces documents, grâce aux notifications dont Séverine parlait juste avant, qui sont consultés par les utilisateurs. Donc, on est vraiment sur une plateforme d'échange et de partage telle que ça a été pensé. On sent qu'on commence, voilà, il y a vraiment à la fois une adoption, un réflexe qui est en train de naître, d'aller consulter de manière systématique les documents qui sont alimentés, et puis d'en rajouter, de venir enrichir, et c'est aussi une excellente nouvelle côté usager. Du coup, si on passe à la suite, voilà, il y a évidemment le pendant qui est bien plus massif, peut-on dire, en termes de volumétrie, qui a un énorme travail qui est fait à tout échelon côté professionnel de santé. Donc, c'est ce que vous connaissez très certainement sous le nom du programme du Ségur du numérique, qui a vocation à faire en sorte que cette alimentation par les professionnels, par les structures, soit la plus fluide, la plus automatisée, la plus systématique possible pour tous les documents de santé pertinents.
Et donc, vous le savez certainement, on s'était collectivement fixé un objectif d'atteindre un document de santé sur deux en flux donc de documents de santé produits en 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'on était bien dans les temps et donc on a, il y a maintenant un peu moins d'un an, passé cette barre des un document sur deux, ce qui veut bien sûr dire qu'on ne s'arrête pas du tout là, il faut aller chercher l'autre document de santé en flux. Il faut s'assurer que ces documents soient alimentés dans les bons délais, qu'ils soient alimentés avec les bonnes informations médicales, mais ça reste quand même un- un cap assez décisif qui a été franchi et qui permet de dire que d'ailleurs 2 Français sur 3 ont reçu un document de santé, qu'il l'ait activé ou pas. Tous ceux les 97% d'assurés sociaux qui ont un compte ouvert ont reçu un document de santé. Et puis, on voit aussi que cette alimentation qui est en courbe, qui est quand même vraiment croissante depuis le début, elle est très diversifiée. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas seulement un groupe de professionnels de santé qui alimenterait très bien, mais on voit bien qu'il y a aussi bien de la médecine de ville, il y a des officines maintenant qui alimentent les notes de vaccination. On vient de terminer la campagne, donc on pourra faire ensuite un état des lieux, mais on sait qu'on a eu d'excellents résultats. Une très grande majorité des notes de vaccination ont été alimentées dans mon espace santé. Des laboratoires, les radiologues, évidemment les établissements de santé qui ont automatisé beaucoup les flux d'alimentation. Et puis, et ça c'est relativement récent, il faut vraiment le souligner, le secteur du médico-social qui est en train d'arriver, qui a commencé un peu plus tardivement pour des raisons un peu pratiques d'équipement et qui commencent à développer leurs usages. Et donc, petit à petit, on est en train de constituer vraiment cette vision à 360 degrés qui va permettre d'avoir l'ensemble des documents de santé pertinents qui soient à la fois à la disposition des usagers et évidemment des professionnels. Qui m'amène d'ailleurs à la suite. Voilà. L'alimentation, on en parle beaucoup, ce un document sur deux. Évidemment, ça vise à mettre à disposition des patients, des usagers, leurs documents de santé. Vous n'êtes pas évidemment sans savoir qu'il y a un autre but qui est la consultation par les professionnels de santé cette fois des documents qui sont présents dans mon espace santé. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir en tant que professionnel de santé, avoir accès à l'historique, aux antécédents, aux traitements en cours, et que ça soit également un outil de coordination, notamment justement, quand c'est pas forcément dans un parcours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément qui vont être les prochains professionnels qui auront besoin de consulter ces documents. Et donc, la consultation, depuis le début, on a voulu se concentrer d'abord sur remplir mon espace santé pour ensuite permettre aux professionnels d'y accéder de manière fluide et de manière intégrée dans les logiciels. Donc, ça a vraiment été pensé en 2 phases. Et donc, maintenant qu'on a passé ce fameux cap dont je vous parlais des un document de santé sur deux, même si évidemment on continue à travailler dessus, on va s'intéresser à partir là de 2025, puis surtout beaucoup sur 2026, à faire en sorte que la consultation soit facile, soit proposée de manière tout à fait intuitive côté professionnel de santé depuis leur logiciel métier. Et donc, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, jeudi, on va annoncer ce qu'on appelait la vague 2 du Ségur du numérique, qui va être rendue possible par des développements logiciels. En attendant, c'est un usage qui certes reste encore confidentiel et comme je viens de l'expliquer, c'est tout à fait normal puisqu'il n'a pas encore été poussé de manière massive, mais on voit bien qu'il y a un vrai intérêt médical puisque la consultation est aujourd'hui déjà possible de manière un peu plus manuelle, dirons-nous, un peu plus complexe via une interface navigateur sur web. Et ben, même comme ça, on se rend compte qu'on a quand même plus de 30 000 professionnels de santé libéraux. On a des établissements de santé, des professionnels hospitaliers qui commencent à consulter. Et on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt médical, que peu à peu, ils intègrent ça dans leur pratique quotidienne. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif puisque tous les efforts qu'on a fait jusqu'ici, qu'on a tous fournis collectivement pour garantir cette alimentation, commencent maintenant à être récompensés par vraiment un apport dans la pratique médicale. Et on sait par ailleurs, on voit par ailleurs, avec ces premiers usages de la consultation, que un professionnel de santé qui consulte des documents dans mon espace santé comprend beaucoup mieux, et c'est tout à fait logique, l'intérêt d'alimenter. Et donc, ça va avoir un effet sur sa production et son alimentation de documents. Les personnes qui consultent font
plus attention à leur manière de rédiger les documents et font attention à ce que les documents partent bien. Et donc, on a enfin le cycle vertueux qui est en train de se mettre en place, même si, encore une fois, tout n'est pas fini, loin de là. Mais en tout cas, au bout de 3 ans, c'est quand même une très bonne nouvelle de commencer à avoir cette valeur ajoutée qui apparaît clairement. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Donc à présent, je vais laisser du coup la parole à Perle Millet pour une présentation des chiffres du Grand Est. Bonjour, merci Clara. Alors, je suis coordonnatrice e-santé donc pour les CPAM du Grand Est. Comme on peut le constater dans le Grand Est, on est bien rentré dans la dynamique sur mon espace santé avec à fin 2024 à peu près 23% de citoyens qui ont activé l'espace santé et on voit surtout une augmentation significative du nombre de connectés. Donc, on se rend compte que les activations s'enclenchent, mais aussi que l'usage de mon espace santé est rentré dans les pratiques. Là où on a eu un gros bond de performance, c'est côté professionnel de santé et l'alimentation du DMP. Le Grand Est est une des régions où le taux d'alimentation est le plus important de France. Alors, on peut constater sur le tableau qu'on a eu une évolution très importante des établissements médico-sociaux. Donc, ça s'explique, comme c'était indiqué avant, par le fait qu'ils sont rentrés plus tard dans la vague du Ségur. Mais en tout cas, on voit que la dynamique, elle est vraiment portée par la médecine de ville, essentiellement les médecins généralistes, les hôpitaux, les laboratoires, les officines qui, avec la possibilité maintenant de vacciner sans ordonnance, injectent les éléments de vaccination dans le DMP pour qu'ils puissent être consultés et également les radiologues qui rentrent progressivement dans cette alimentation. Là où il y a un travail supplémentaire à faire, et on le verra après, c'est sur la consultation de mon espace santé. On voit aujourd'hui dans le Grand Est qu'on a un peu plus de 6000 professionnels de santé qui ont consulté au moins une fois mon espace santé. Alors, il y a eu une belle augmentation par rapport à 2023, plus 57%, mais ça s'explique par le fait que maintenant, ils sont équipés de logiciels qui leur permet d'alimenter, consulter plus facilement. Mais il y a un enjeu vraiment autour de cette consultation. Et donc, il y aura tout un travail à mener entre l'ARS, les CEPAM et les grades sur cette consultation. J'en ai fini pour les chiffres. Merci. Merci Perle. Donc à présent, en fait, nous arrivons à la deuxième partie du webinaire, donc consacrée à des témoignages. Et donc, j'invite le docteur Pascal Charles, pneumologue, à prendre la parole. Docteur Charles, est-ce que vous m'entendez bien? Docteur Charles, est-ce que vous êtes connecté? Alors, peut-être qu'il y a un souci de micro. Je vous propose qu'on passe du coup au second témoignage et puis ensuite on reviendra pour laisser le temps du coup au docteur Charles de se connecter. Donc pour ce second témoignage, j'invite le docteur David Marx à prendre la parole. Docteur Marx, est-ce que vous êtes connecté? Oui. Merci Bonjour. beaucoup. Donc, docteur Marx, vous êtes... Oui. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, vous êtes néphrologue praticien hospitalier au sein du groupe hospitalier Célestat Aubernais et au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Donc tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Et Merci. donc, merci à vous. Et donc, voilà, je voulais vous poser une première petite question sur finalement comment mon espace santé a changé votre quotidien. Merci de me donner la parole et de pouvoir un peu parler du versant médecin de l'utilisation de mon espace santé. Donc, j'ai une activité de néphrologue hospitalier. C'est une activité très variée. Donc, d'une part, je vois des patients dans l'hôpital qui ont des problèmes rénaux et pour lesquels on me demande un avis. Je prends pas mal de garde aux urgences. J'ai une activité d'hémovigilance dans mon hôpital, donc je dois m'intéresser aux transfusions qui sont faites dans mon hôpital et je consulte en transplantation rénale au CHU. Donc, le point commun de toutes ces activités, c'est qu'il y a une grande fragmentation de l'information. Donc, des patients arrivent avec un problème rénale ou autre, des patients que je ne connaissais pas la veille et pour lesquels je dois le plus vite possible donner un avis qui soit le plus précis possible. Et dans le passé, dans ces situations-là, il fallait passer plein de coups de fil pour récupérer des informations, récupérer des comptes rendus, récupérer le traitement, les résultats de prise de sang, etc. Ça prenait énormément de temps. Et encore actuellement, dans les hôpitaux, les premiers jours de l'hospitalisation se passent souvent c'est du temps passé par les médecins et par les équipes paramédicales à récupérer des comptes rendus. Donc, je me demandais toujours où étaient envoyés les documents qu'on envoyait vers le DMP ces 2-3 dernières années. Et en passant des coups de fil à l'assurance maladie, on m'a dit qu'il y avait cette plateforme web DMP, donc une plateforme accessible depuis n'importe quel navigateur avec une carte de professionnel de santé. Et avec le numéro de sécurité sociale du patient, on tombe sur une plateforme où on peut consulter des documents. Alors, c'est souvent très varié. Ça peut être des comptes rendus hospitaliers d'autres hôpitaux. Les patients ne vont pas toujours au même hôpital. Ils peuvent une fois aller au CHU, une fois à un hôpital régional, une fois dans un autre. Ça peut être des comptes rendus d'imagerie, comme vous en avez parlé avant, des comptes rendus de prise de sang. Parfois, des données des pharmacies sont remontées avec les médicaments qui ont été délivrés récemment. Et quand un patient arrive aux urgences, parfois, ce sont des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Parfois, ce sont des gens qui sont confus, qui ont une intoxication, des gens qui ne sont pas en état de répondre aux questions. Et c'est une information extraordinaire quand on doit rapidement trancher des décisions, d'avoir toutes les informations du dossier médical partagé. Donc, en pratique, on se connecte avec la carte vitale du patient notamment, et on peut rapidement connaître la situation quand le dossier médical partagé a été, enfin quand mon espace santé, mais le côté médecin, on avait l'habitude de parler encore du DMP, a été alimenté. Et maintenant que je le fais régulièrement, je vois même plus comment on faisait avant. C'est vraiment, selon moi, devenu une perte de chance pour les patients quand on ne peut pas accéder à leur DMP, surtout pour des patients qui ont des prises en charge complexes ou qui ont des troubles cognitifs qui permettent pas de les interroger facilement. Et puis aussi, le week-end, la nuit, les jours fériés, quand on ne peut pas passer de coup de fil pour récupérer des informations sur les patients, c'est une aide extraordinaire. C'est un gain de temps pour les patients pour avoir la bonne décision. Voilà, ça c'était la manière où ça, pour répondre à votre question, comment ça a changé mon quotidien. Je dois aussi dire que ça m'a tellement intéressé, motivé, que j'ai fait une petite vidéo pour mes collègues et confrères hospitaliers et que j'ai partagé avec eux pour inciter mes confrères et collègues, et également les internes, parce que les internes peuvent aussi y accéder, donc en médecine hospitalière, pour accéder au DMP, pour les encourager à consulter mon espace santé sur le versant médecin. Merci beaucoup. Pouvez-vous peut-être nous donner un petit exemple d'une situation concrète, précise, au cours de laquelle finalement l'utilisation du DMP a été particulièrement utile? Oui, je citerai un exemple où ça a été vital, littéralement. Donc, je travaille dans une région où il y a pas mal de tourisme, en particulier l'été, sur la route du vin. Et donc, il y avait un vacancier qui arrivait en détresse respiratoire et confus. Il n'était pas en état de répondre aux questions. Il avait sa carte vitale sur lui. En consultant la carte vitale, donc il y a une case
pour dire que c'est une situation d'urgence, donc on n'a pas besoin de demander l'autorisation du patient, sinon il faut chaque fois demander l'autorisation du patient, et c'est bien normal, le patient reçoit une notification, mais donc là c'est une situation d'urgence, donc j'ai coché la case situation d'urgence, et donc je suis tombé sur des comptes rendus hospitaliers du Nord-Pas-de-Calais, d'où provenait le patient. Et en fait, il était suivi dans un service d'hématologie et il avait une maladie hématologique qui le prédisposait à une maladie respiratoire très particulière. Et donc, en contactant le réanimateur, on avait cette information cruciale, sachant que dans cette pathologie, les antibiotiques usuels ne marchent pas. Et le patient a pu être transféré en réanimation avec le bon traitement. C'était en plus un week-end, donc on n'aurait pas pu joindre son médecin traitant avec facilité. Et donc, on a eu tout de suite une information vitale. Et juste encore une petite autre situation. Enfin, c'est quotidiennement, ça rend des services énormes. Mais par exemple, hier matin, j'ai été amené à prendre en charge une patiente qui avait une complication néphrologique, donc rénale, liée à la grossesse. Et j'ai pu voir qu'une prise de sang avait été faite l'avant-veille, dont la patiente n'avait pas de copie sur elle, et qui montrait un élément qui était absolument crucial pour dire que cette patiente avait besoin d'une surveillance aux soins continus. Donc ce sont des éléments qui sont cruciaux et qui permettent d'augmenter les chances du patient d'avoir le meilleur traitement possible. Merci beaucoup pour ces exemples. Donc, on voit bien que le DMP, finalement, est un outil clé, un outil majeur dans la prise en charge des patients. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore des freins et peut-être qu'est-ce qui permettrait d'aller encore plus loin? Alors, je suis malheureusement tombée vraiment par hasard sur le DMP. J'aurais préféré que je reçoive des mails des autorités, de l'ARS, de l'assurance maladie, du ministère de la Santé, pour me dire comment y accéder. Et la plupart de mes collègues, les nouveaux collègues, ceux auxquels je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, n'ont jamais reçu de mail explicatif comment accéder à la plateforme web DMP. Donc, il faut dire que c'est vraiment un site web sur lequel vous allez comme pour consulter vos mails. Il ne faut pas de logiciel métier, il ne faut rien du tout. Et j'aurais vraiment souhaité que les autorités informent les médecins que ça existe d'ores et déjà, que c'est d'ores et déjà opérationnel. J'ai bien compris ce que disaient les personnes avant moi, à savoir qu'on attend qu'il soit encore plus chargé et que la phase du Ségur suivante soit atteinte. Mais c'est maintenant, il me semble, qu'il faut communiquer avec les médecins pour leur dire que d'ores et déjà, n'importe quel médecin hospitalier de ville libérale peut y accéder. Et c'est vraiment crucial. Voilà, donc c'est vraiment le point le plus important. Je voudrais vraiment que les autorités informent les médecins, tous les médecins, hospitaliers, pas hospitaliers, qu'indépendamment de leur logiciel métier, ils peuvent accéder au DMP. C'est la première chose. Donc je pense que c'est le plus grand gain de productivité, d'efficacité, d'amélioration du système de soins qu'on puisse faire aujourd'hui en France avec juste une campagne d'information. Souvent, les hospitalisations perdent 1 ou 2 jours à récupérer toutes les informations pour trancher les meilleures décisions. Il faut vraiment imaginer que ce serait un raccourcissement considérable des hospitalisations, des durées d'hospitalisation, mais aussi de problèmes d'allergie, etc. Si ces informations circulaient, ça veut dire si les médecins hospitaliers étaient informés. Je pense que voilà, j'ai cette info. Autre chose, donc il y a un des versants qui ne marche pas bien, c'est les remontées des pharmacies. Donc les pharmacies utilisent très couramment la carte vitale, mais actuellement, c'est très rare que cet onglet fonctionne. Ce serait pourtant vital parce que la liste des médicaments délivrés conditionne les complications qu'on recherche chez les patients. Donc, il faudrait voir pourquoi actuellement ça marche si rarement, même sur des DMP ouverts. Si je dois donner encore quelques éléments d'amélioration, la navigation sur le web DMP, donc sur la forme actuelle, est adaptée quand il y a relativement peu de documents, mais lorsqu'on part sur des dizaines ou des centaines de documents, la navigation devient un peu difficile. Voilà. Et puis, un dernier point, c'est que moi, je vois juste ma région. Dans ma région, les SMUR, les SAMU, ne se servent pas du DMP. Je ne sais pas s'ils en ont connaissance. Quand on parle avec les régulateurs, ils ne le connaissent pas. Pourtant, souvent, c'est vraiment une information cruciale quand quelqu'un appelle le 15 ou les urgences, d'avoir une info immédiate, de savoir quelle est l'ambiance oncologique, troubles des fonctions supérieures, cardiologiques, etc. Donc, il faudrait absolument que les SMUR, que les SAMU soient encouragés à se servir du DMP, enfin de mon espace santé. Voilà. Merci beaucoup, Dr Marx. J'invite du coup maintenant le docteur Charles à prendre la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Parfait. Alors,
Donc, vous êtes pneumologue. Tout d'abord, donc, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner également aujourd'hui. Et donc, dans un premier temps, comment finalement, en tant que pneumologue, vous avez perçu l'arrivée de mon espace santé et surtout, aujourd'hui, que pensez-vous de cet outil? Alors, c'est un outil que je connais bien parce que je le connais depuis longtemps et j'ai suivi ses développements de longue date, déjà à l'époque où il s'agissait d'un DMP régional. Et je dois dire que les développements récents, et en particulier le nombre de documents qui sont déposés sur le DMP, font qu'aujourd'hui, je l'utilise tous les jours. J'ai d'ailleurs paramétré mon logiciel de manière à se connecter de manière automatisée au DMP lorsque j'ouvre le dossier d'un patient. Et j'y trouve le plus souvent des informations intéressantes. Comme le docteur Marc, la pneumologie, c'est un domaine qui a pas mal de connexions avec les autres spécialités, avec la cardiologie, avec la gastro-entérologie, avec la médecine interne, avec l'allergologie, avec l'immunologie. Et donc, on a très souvent, lorsque l'on voit pour la première fois un patient, une interrogation sur l'état de ses différentes fonctions vitales. Et le fait de pouvoir les trouver sur le DMP, c'est quelque chose d'évidemment extrêmement appréciable, qui c'est un gain de chance effectivement pour le patient et je dirais pour la fluidité du système de soins et son efficacité également, parce que ça nous permet parfois de résoudre un problème et de rendre un avis en une seule séance sans être obligé de revoir un patient une deuxième fois. Donc, j'utilise ce DMP tous les jours. Je suis très satisfait de l'évolution que les choses ont prise avec les logiciels métiers, parce que c'est vrai que le web DMP, certes, ça peut être consulté par n'importe quel praticien, mais c'est tout de même un peu long et un peu lourd. Et l'intégration suite aux démarches du Ségur de la santé, du DMP dans les logiciels métiers en interopérabilité est quelque chose qui a été d'un apport considérable et ça rend les choses extrêmement pratiques. Donc, on note effectivement qu'il y a eu du coup une grande évolution depuis le lancement de mon espace santé. Et Aujourd'hui, docteur Charles, comment utilisez-vous le DMP dans votre quotidien? alors déjà dans mon quotidien, pour tous les patients qui ont un DMP et pour lesquels il n'y a pas de souci de connexion, ça m'arrive parfois que des patients le DMP affiche qu'ils ont fermé leur DMP à telle date, mais eux ne s'en souviennent pas. Mais pour 95% des patients, je dépose mes courriers sur le DMP, mes comptes rendus d'examen. Et je dirais que je jette un coup d'œil sur ce qui a pu se passer depuis la dernière consultation avec ce patient, quasi systématiquement, tant le domaine de ma spécialité a des interconnexions avec les autres organes. Donc c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Je suis particulièrement intéressé par la biologie, évidemment. Alors, j'attends encore des progrès. La biologie, par exemple, est exportée vers le DMP sous deux formats, un format structuré, un format non structuré. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec mon logiciel, en tout cas, hein, c'est certainement très logiciel praticien dépendant, avec mon logiciel, quand je télécharge même le format structuré, les paramètres ne vont pas se mettre dans la bonne case du tableau. J'ai un PDF dans mon dossier, mais j'ai au moins le résultat du paramètre biologique, ce qui est déjà très bien. Et je suis évidemment très intéressé par les développements ultérieurs du compte-rendu de radiologie, qui comportera le lien vers l'imagerie, ce qui mettra le dossier de notre patient en direct avec l'imagerie du patient. Et j'espère évidemment que le lien nous permettra d'accéder non pas seulement au seul examen radiologique dont le compte-rendu est visualisé dans le DMP, mais à l'intégralité du dossier radiologique du patient, car souvent le domaine de l'imagerie est un domaine de comparaison
en particulier dans le domaine de la cancérologie, qui est quelque chose qui concerne aussi ma spécialité. On compare souvent le scanner d'aujourd'hui au scanner d'il y a quelques mois. Et donc, voilà, je suis dans l'attente de ce développement-là, sachant que sur la région Grand Est, nous avons déjà un serveur d'image qui est très intéressant à consulter et donc qui pour le moment se consulte par le portail Pulsi, mais pas directement à partir du logiciel métier, pas directement à partir du DMP. Merci beaucoup, docteur Charles, pour votre témoignage. Je vous en prie, merci de m'avoir donné la parole. Alors, je vous propose de poursuivre et de passer donc à la troisième partie du webinaire sur finalement les actions menées en région. Donc, je vais commencer par vous parler du programme ambassadeur Mon Espace Santé. Alors, pour peut-être recontextualiser, donc le programme ambassadeur, c'est un programme qui a été mis en place initialement par la délégation ministérielle du numérique en santé. Et l'idée de ce programme, c'est de recruter des ambassadeurs sur tout le territoire pour accompagner les citoyens dans l'utilisation de Mon Espace Santé et notamment les citoyens les plus éloignés du numérique. Donc aujourd'hui, en fait, il y a des ambassadeurs qui sont présents sur tout le territoire et dans chaque région, il y a une coordinatrice. Donc en l'occurrence, moi-même pour le Grand Est, et nous sommes chargés donc de coordonner, d'animer le réseau à l'échelle de notre région. Donc dans le Grand Est, il y a aujourd'hui 297 ambassadeurs, donc 297 personnes bénévoles qui se sont engagées dans la promotion de Mon Espace Santé. Sur 2024, il y a eu plus de 130 actions de sensibilisation réalisées, dont une étape du Tour de France de l'inclusion numérique et Mon Espace Santé, qui a eu lieu en novembre à Nancy et qui a été co-organisée avec l'OHS de Lorraine, l'ARS et l'assurance maladie. Voilà. Donc l'ensemble de ces actions ont permis de sensibiliser en 2024 un petit peu plus de 3000 personnes. Voilà. En termes de perspective, une charte à destination des structures ambassadrices a été créée fin 2024 avec l'ARS et en partenariat avec l'assurance maladie. Donc le lancement de cette charte a vraiment été une étape clé en 2024 puisque désormais une structure peut rejoindre le programme. À noter qu'aujourd'hui, il y a déjà 3 structures qui se sont engagées. Donc, très concrètement, hein, comment ça se passe? Voilà, une structure qui souhaite devenir ambassadrice à Mon Espace Santé va pouvoir identifier en interne un ou plusieurs ambassadeurs volontaires pour mener des actions de promotion au sein de la structure ou auprès d'autres structures en fonction des besoins qui auront été identifiés. Et de mon côté, en tant que coordinatrice, donc, je vais apporter aux structures d'abord une formation, puisque je vais former et outiller les ambassadeurs, mais aussi fournir un kit de communication et informer sur les actualités et les évolutions de Mon Espace Santé. Prochainement, je compte également organiser des ateliers pour favoriser les partages d'expériences entre ambassadeurs. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et avant de terminer, je le précise quand même, cette charte s'adresse bien à tout type de structure ou d'entité, donc établissement de santé, ESMS, CPTS, collectivité, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je vous propose de continuer et je vais laisser la parole à Bruno Bouteau. Bonjour, Bruno Bouteau, ARS Grand Est. Je suis chef de projet du programme Ségur numérique. Ces 3 dernières années, donc je vais vous parler plus de l'hôpital. Ces 3 dernières années, nous avons conduit une campagne pour engager l'ensemble des établissements sanitaires dans ce projet Mon Espace Santé. C'est un très fort engagement que nous avons connu avec plus de 90% des séjours
qui ont lieu dans un établissement engagé dans mon espace santé. Cela s'est traduit par 3 priorités. D'abord, bien identifier et qualifier l'identité du patient, parce que c'est la condition qui permet de pouvoir partager l'information de façon sécurisée sans se tromper de patient. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, évidemment, sur la personne à qui appartient l'information. Le deuxième point, évidemment, c'était l'alimentation ou le versement de documents au DMP. Vous avez vu que c'est un très grand succès, avec plus d'1 document sur 2 produits sous forme papier ou électronique qui est déversé dans le DMP. Évidemment, la cible de 100% reste à atteindre. Et puis aussi l'utilisation de la messagerie sécurisée entre professionnels, alors qu'ils soient de l'hôpital ou de la ville. Et puis cette capacité nouvelle à écrire aussi de façon sécurisée à son patient à travers la messagerie citoyenne, qui est activable depuis à travers mon espace santé, et du côté professionnel depuis sa messagerie sécurisée de santé. Donc nous poursuivons maintenant nos actions dans le cadre d'Open2, donc qui prend un peu le relais des actions engagées dans le cadre du Ségur numérique pour les hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons donc en 2024 eu de nombreuses candidatures, ça représente à peu près 70 établissements sur 230. Ça peut sembler un peu faible. Le fait est que les établissements qui ont candidaté, c'était ceux qui n'avaient pas pu s'engager initialement dans les 3 premières années, ou qui n'avaient pas pu aller jusqu'au bout des objectifs qui leur étaient donnés, parce que évidemment les éditeurs n'ont pas pu tous être au rendez-vous dans les meilleurs délais. On a eu parfois des pertes de temps, et donc l'action doit se poursuivre de façon à pouvoir continuer à alimenter le DMP pour l'ensemble des documents, donc y compris sur la radiologie, la biologie, ce qui n'a pas toujours pu être fait les 3 années précédentes. Les prochaines étapes, pour nous, ça consiste aussi et on a vu des témoignages de soignants, à avoir une communauté de soignants toujours plus grande. Donc on a bien entendu, Monsieur Marx, Docteur Marx, que votre message, il faut qu'il y ait de plus en plus de médecins qui consultent mon espace santé, donc en quelque sorte des médecins ambassadeurs comme vous. On aimerait bien en avoir au moins 2 par établissement, et ceci afin de préparer la prochaine étape, c'est-à-dire la consultation directe depuis le dossier patient qui est prévu dans la vague 2 du Ségur, sachant que actuellement les industriels sont en train de développer les outils techniques nécessaires, les interfaces, sur la base des cahiers des charges qui leur ont été mis à disposition l'année dernière. Et puis, dernier volet, j'ai parlé beaucoup de l'hôpital, mais aussi le secteur médico-social, qui est engagé depuis maintenant 4 ans dans le numérique, ce qu'on appelle le SMS numérique, donc le numérique pour les établissements médico-sociaux, qui c'est un programme qui se termine cette année et sur lequel nous avons un très fort engouement également, et qui nous permet d'espérer qu'à la fin de cette année, nous aurons à la fois le monde sanitaire, mais aussi médico-social totalement engagé, et bien sûr la ville étant déjà bien engagée comme les chiffres vous l'ont montré. Merci beaucoup, Bruno. Pour terminer, donc Perle, je te laisse intervenir. Donc, je finis les ambitions pour l'assurance maladie, mais pas que. Donc, on a, comme je le précisais déjà avant, il y a un gros travail à faire sur la consultation du DMP, vu que la dynamique sur l'alimentation est très bien enclenchée. Donc, les prochaines cibles, ça va être les professionnels de santé qui n'ont pas encore bénéficié des nouveaux logiciels Ségur. Donc, ça va être les paramédicaux, les sages-femmes, les dentistes. Alors, avec d'abord un premier travail à faire avec les éditeurs de logiciels, et ensuite déploiement des logiciels auprès des professionnels de santé, puis accompagnement de ces professionnels sur l'usage de mon espace santé. Et donc ça va débuter 2025-2026. On a un autre travail à faire auprès des établissements de santé en partenariat avec l'ARS. Ça va être d'acculturer justement les professionnels des établissements
à la consultation du DMP. Et pour ça, il va falloir qu'on les accompagne sur des modes de connexion qui répondent à leurs besoins. Donc, il y aura tout un travail engagé autour d'un mode de connexion qui s'appelle Air Simplifié, qui permettra aux professionnels des établissements de santé de pouvoir consulter plus facilement le DMP. Merci, Perle. Et donc, pour conclure ce webinaire, donc, je vais laisser la parole, alors je ne sais pas, à Swan Flamand ou Séverine Brachet. De mon côté, j'ai été rejoint par Ella Gariani, donc, qui peut faire la conclusion plutôt que l'introduction. Bonjour à tous, merci Sou. Merci pour les collègues de l'ARS, du réseau Assurance Maladie, du GRAD également, là, d'avoir organisé ces 3 ans de Mon Espace Santé, ces petites fêtes d'anniversaire, on va dire. Effectivement, on vous a partagé là pendant une petite heure là où on en était à date. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même vachement bien avancé depuis le lancement de Mon Espace Santé et qu'il reste encore pas mal de boulot devant nous. Cette slide-là que vous voyez à l'écran, c'est justement tout ce qui nous reste à faire sur 2025, avec bien évidemment, on l'a évoqué pendant la séquence, mais viser les 100% de documents de santé envoyés aux patients dans Mon Espace Santé, avec à chaque fois du côté des biologistes, du côté des radiologues, aussi du côté de la médecine de ville, des choses à améliorer qui vont être spécifiques à chacun des métiers, des modes d'exercice. On a bien évidemment la vague 2 du Ségur. On lance les dispositifs imagerie demain et prochainement ceux qui concernent la médecine de ville. Donc là, dans un premier temps, la balle, on va dire, elle est dans le camp des industriels, des éditeurs de logiciels pour encore améliorer leur solution pour pouvoir la déployer entre les mains des soignants sur le terrain. Donc, c'est étape obligatoire en 2025 et ça commencera à se voir sur le terrain chez les professionnels de santé plutôt à compter de l'année prochaine. Et bien évidemment, on continue d'avancer clairement sur tout ce qui va être autour de l'échange de données à la main du patient en lien avec, par exemple, le catalogue de services, mais aussi faire en sorte que les patients dans Mon Espace Santé, ils aient des recommandations encore plus personnalisées sur le champ de la prévention, renforcer aussi les échanges de données avec les autres types de solutions qui peuvent être déployées sur le territoire. Je pense aux solutions de coordination de parcours, par exemple. Et donc, tout ça, c'est encore les chantiers passionnants qui sont devant nous pour faire de Mon Espace Santé d'abord le carnet de santé des Français, mais aussi la plateforme nationale de référence pour le partage fluide et sécurisé des données de santé à la main du patient et pour permettre aux soignants de retrouver l'information dont ils ont besoin au bon moment. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Il y a eu plein d'échanges aussi passionnants dans le chat. On a essayé un petit peu de répondre au fil de l'eau avec Sou, avec Séverine et également du côté de l'assurance maladie. Mais bien évidemment, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question. La réussite de Mon Espace Santé, elle marche aussi lorsqu'on est tous engagés pour y arriver. Merci beaucoup. En parallèle, donc, je vous invite à nous donner votre avis sur ce webinaire en scannant le QR code. Voilà, c'est vraiment très important pour nous d'avoir vos retours pour améliorer nos prochaines actions et c'est très rapide. Voilà. Perle, je te laisse prendre la parole pour nous faire part de quelques questions. Oui. Alors, il y a quelques. Donc, je remercie les collègues qui ont répondu à une grande majorité des questions. Alors, il y a une personne qui indique qu'elle a essayé d'activer à plusieurs reprises Mon Espace Santé, que ça ne fonctionne pas. Comment faire, comment guider les patients si cela arrive. Donc, il y a une plateforme téléphonique qui est dédiée à l'accompagnement de Mon Espace Santé, qui est le 3422. Donc, je vous invite à contacter cette plateforme qui pourra vous guider sur les questions autour de Mon Espace Santé. Alors, comment les équipes psychiatriques accueillent-elles le développement de Mon Espace Santé pour nos adultes souffrant de troubles psy sous tutelle? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Est-ce que dans les animateurs, quelqu'un a une réponse à cette question? Alors, sur le cas des patients qui, on va dire, sont soit sous tutelle pour des raisons médicales, parfois sociales également, mais aussi pour les
personnes qui considèrent ne pas pouvoir gérer de manière autonome leur carnet de santé numérique, leur dossier médical électronique. Là, la perspective, c'est notamment dans le cadre des dispositions législatives qui arrivent avec les projets de loi sur les soins palliatifs et la fin de vie, d'ajouter une disposition qui concerne la délégation des droits de gestion à un proche aidant notamment, qui peut être sous un mandat juridique, par exemple pour les personnes sous tutelle, ou pas de mandat, mais vraiment juste une relation de confiance entre l'usager, le citoyen et la personne de son choix. Donc, avant de pouvoir outiller ça pour permettre à quelqu'un d'accéder au dossier médical de quelqu'un qui lui délègue sa confiance, eh bien, il faut qu'on ait cette disposition législative. Ensuite, dans les mécanismes techniques de mise en œuvre, on s'attachera à garantir la traçabilité de ces accès délégués pour qu'on puisse d'abord savoir et notifier la personne en cas d'un accès par un proche aidant, mais aussi justement mettre en place tous les mécanismes qui permettent de garantir que cette délégation se fait de façon sécurisée. Donc ça, c'est du côté, on va dire plutôt du citoyen qui serait dans cette situation de tutelle, encore une fois, soit sous mandat, soit par l'aide ou l'accompagnement d'un proche aidant. Mais du côté des professionnels de santé qui interviennent notamment dans le champ de la psychiatrie, eh bien, les mécanismes d'accès en consultation, par exemple, au dossier médical des patients dont ils assurent la prise en charge, se passent exactement dans les mêmes modalités que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Ça veut dire que ces professionnels doivent pouvoir accéder à l'historique médical de leurs patients, quel que soit leur lieu d'exercice, et à l'hôpital notamment, je pense que ça a été dit pendant la présentation, sans attendre que ce soit directement intégré dans les logiciels. Vous pouvez d'ores et déjà le faire à partir de l'interface dmp.fr. Merci. Alors, je vais prendre 2 dernières questions parce qu'on a déjà atteint l'heure. Chez quel hébergeur sont stockées les données de santé? Alors, je n'ai pas le nom précis de l'hébergeur, mais en tout cas, les données, elles sont stockées sur un serveur hautement sécurisé basé en France et qui est agréé par le ministère de la Santé. Et ensuite, est-il possible d'alimenter l'espace santé d'un patient à sa demande avec des documents produits antérieurement à la mise en place du système? Communication de documents hospitaliers, par exemple, et comment faire? Merci. Alors, faut savoir que le citoyen, il peut alimenter son espace santé personnellement de documents médicaux antérieurs. Après, concernant le praticien, il faudrait voir avec votre éditeur de logiciel pour le comment faire, parce que ça dépend de chaque logiciel métier. On va s'arrêter là, Clara, pour les questions, et puis on fournira des réponses ultérieurement, comme ça avait été indiqué. Oui, merci à tous pour votre participation.